Bonjour Philippe Baptiste, merci de venir au Space Forum de Toulouse. Vous êtes notre grand témoin et vous allez nous permettre de décoder, de décrypter trois grands thèmes que nous avons choisis. Donc il y aura un thème sur les lanceurs, un thème sur le New Space et un thème sur le spatial militaire. Je vais vous demander par quoi vous voulez commencer. D'abord, merci beaucoup. Merci de votre invitation, Michel Gavierol. Bonjour à tous. Et je vous laisse choisir. Les lanceurs, pour changer. Les lanceurs ? Ouais. Très bien, ouais. Les lanceurs, il y a beaucoup à dire. Hein. Donc on a 15 minutes, donc 5 minutes par thème, à peu près, grosso modo. Les lanceurs, est-ce qu'on peut avoir une bonne nouvelle ? Est-ce que Ariane 6 va arriver à la fin de l'année ou légèrement en 2024 ? C'est quoi les dernières nouvelles de ce lanceur magnifique qui n'est pas à l'heure ? Alors, comme vous le savez, on est en train de faire les essais qui sont les essais combinés. Ça veut dire qu'en fait, on a connecté le lanceur à son pas de tir, connexion électrique, connexion numérique, connexion fluidique. On est dans des phases de test. On regarde justement si tout se passe bien. Et justement, ces tests, ils sont là pour découvrir si oui ou non il y a des anomalies, si oui ou non il y a des problèmes. Et donc, bien malin qui peut vous dire si on va découvrir un gros problème ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, là, depuis plusieurs mois, on a des problèmes techniques qui sont surmontés les uns après les autres. On a eu des émotions. Ces émotions ont été surmontées, en tout cas en grande partie. Et donc, je trouve qu'on est en ce moment plutôt sur une bonne dynamique pour le programme Ariane 6. Si votre idée, c'est de me faire donner une date, je crois que je ne vais pas le faire là. Mais en tout cas, je suis plutôt confiant. Voilà, je trouve qu'il y a une bonne dynamique sur le programme en ce moment. D'accord, parce qu'en début d'année, vous étiez moins confiant. Oui. Et donc... Mais parce que c'est exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a depuis quelques mois plusieurs bonnes nouvelles qui sont arrivées, des problèmes techniques qui étaient apparus, qui ont été résolus les uns après les autres, et donc je trouve qu'on est, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on surfe sur la vague du succès, mais voilà, il y a une bonne dynamique, il y a vraiment une bonne dynamique en ce moment, et je trouve qu'il y a un climat aussi de confiance entre les différents partenaires et entre les équipes, ça se passe vraiment bien, donc voilà. D'accord. Une question un peu plus précise sur le CNES, qui est maître d'œuvre du pas de tir. Vous êtes à l'heure ou pas ? Oui, on sera à l'heure. D'accord. Et sur un sujet un peu différent, sur le projet Maya, est-ce que ce projet, qui est très important pour la France et pour l'accès à l'espace, est-ce que ce projet aujourd'hui tient la route ? Est-ce qu'il sera à l'heure de la compétition, parce qu'il y a beaucoup de lanceurs, on l'a bien vu aujourd'hui avec le New Space, il y a beaucoup de lanceurs qui se préparent aussi bien en Allemagne qu'en France qu'en Espagne. Est-ce que Maya va être le fer de lance de la France dans les mini-lanceurs ? Alors, je crois que dans les mini-lanceurs, la dernière fois qu'on avait compté, mais le compteur tourne, on était à pas loin de 250 projets mondialement sur des mini-lanceurs. Je ne suis pas sûr qu'il y aura 250 lancements. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas le marché ni pour 250, ni pour 25, et probablement pour nettement moins. Donc c'est pas un créneau qui est un créneau facile. C'est un tout petit créneau, le créneau des mini-lanceurs, qui est très convoité, mais c'est le créneau qui est le plus accessible aussi pour les nouveaux entrants, et donc c'est aussi important, et donc toute la politique qu'on porte, je pense qu'on va en reparler aussi peut-être à un moment ou un autre, mais il y a aussi la volonté de faire accéder des nouveaux entrants à tous les champs du spatial, y compris aux lanceurs. Et donc, c'est une étape intéressante. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a ce projet Maya et pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un projet qui est important ? Parce que derrière Maya, il y a le moyen d'accélérer sur une brique qu'on a ratée, ou en tout cas non pas qu'on a raté techniquement parce qu'elle a été vue et elle a été identifiée, mais qu'on n'a pas choisi de prendre ces dernières décennies, c'est la brique du réutilisable. Maya, le but du jeu, c'est de faire un petit lanceur qui soit un petit lanceur liquide et réutilisable, à bas coût, et qui nous permette aussi de démontrer qu'on sait, et quand je dis le on, c'est un on très collectif de l'ensemble du spatial français, et j'espère d'ailleurs que le projet sera aussi rejoint par des partenaires européens, mais c'est le moyen de démontrer qu'on est capable de faire très bien, ça j'ai pas de doute, réutilisable et pas cher. Ça c'est possible, pas cher ? Ça, en France ? C'est le challenge. D'accord. Sur le spatial militaire, on va passer au spatial militaire. On a une loi de programmation militaire qui met sur la table à peu près 6 milliards d'euros sur la période 2024-2030, à peu près. 6 milliards d'euros, donc un peu moins d'1 milliard par an sur 7 ans. Est-ce que vous considérez que c'est à l'aune des enjeux dans le spatial,
alors qu'on sait que pertinemment, aujourd'hui, on peut perdre une guerre à cause de l'espace. On ne sait pas si on peut la gagner, mais on peut perdre une guerre dans l'espace. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, 6 milliards, c'est suffisant pour justement défendre les intérêts français dans l'espace ? Alors, d'abord, je voudrais rappeler, je pense que tout le monde l'a en tête, mais le fait que derrière il y a la LPM, il y a un effort qui est un effort quand même sans précédent de financement, et avec une stratégie qui est derrière, qui est de répondre à des besoins de guerre de haute intensité d'un côté, et puis aussi de gestion de crises, qui sont soit des crises sanitaires, ou répondre à des crises aussi qui sont des crises climatiques. Donc les priorités, elles découlent de là, et elles se construisent autour de ça. Le spatial militaire, il a toute sa place dans la LPM. Je crois qu'il y a une vraie ambition qui est là. Alors, après, on peut discuter effectivement des montants, savoir si les ambitions correspondent aux montants ou pas. Je ne me prononcerai évidemment pas sur ces questions-là. Mais par contre, ce que je constate, c'est que dans l'ambition, il y a bien l'ambition sur les 3 grands piliers du spatial, c'est-à-dire à la fois le spatial pour les opérations, le spatial pour comprendre ce qui se passe justement dans l'espace, donc c'est-à-dire tout ce qui est SSA, et puis aussi le développement de nouveaux radars de nouvelle génération, etc. Et puis c'est aussi toutes les actions dans l'espace qui sont quand même un thème nouveau, émergent, sur lesquels il y a vraiment de nouveaux moyens qui sont mis en place. Donc je pense que l'ambition elle est là, et je crois vraiment que c'est une ambition qui est portée aussi par le commandement de l'espace. Et je sais, on est évidemment très content de les avoir aussi à Toulouse aujourd'hui. Dans la LPM, donc 2024-2030, bon, on a regardé ce qu'il y avait. Pour l'instant, effectivement, il y a un débat parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée et qui va être porté ensuite au Sénat. Mais on a l'impression quand même qu'il manque certaines briques. Notamment sur un avion spatial qui est un peu le rêve d'Assaut Aviation, mais aussi sur les ballons, alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui que les ballons sont utilisés par des puissances spatiales comme la Chine, comme les États-Unis. Est-ce que vous pensez que vous, le CNES, vous pouvez impulser ce type de projet ou pas ? Je pense que c'est aussi le rôle de la dualité, et c'est évidemment quelque chose qui est profondément dans l'ADN du CNES, puisqu'on est vraiment au service à la fois du ministère des Armées et puis aussi de la communauté scientifique et pour le développement économique. Mais cette dualité, elle s'exprime. L'exemple des ballons est un excellent exemple. Bon, je crois que le CNES est une des quelques agences, il n'y en a pas tant que ça, qui maîtrise et qui investit régulièrement sur la question des ballons, parce que c'est un outil qui est un outil particulièrement utile pour la communauté scientifique, justement, pour faire de l'observation. Exactement. C'est-à-dire que pour des coûts qui sont très très faibles, pour une réutilisation des instruments, des nacelles, récupérer les manips, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant, qui permet aussi de faire de la calibration à des coûts qui sont très très bas. Donc c'est vraiment c'est quelque chose sur lequel on investit, qu'on maîtrise, et évidemment les questions de dualité se posent aussi sur la question des ballons. Et je pense que le fait d'avoir une agence comme le CNES qui justement a ces 2 pieds qui sont à la fois un pied civil et un pied militaire, ça montre bien qu'on est capable de faire passer justement de la technologie, de l'information d'un secteur à l'autre. Et j'aurais envie de dire que la question sur un avion spatial militaire un jour se repose aussi indirectement avec une ambition qui est aujourd'hui beaucoup discutée, qui est l'ambition autour du vol habité, alors que j'aborderai pas du tout par l'aspect de tourisme spatial, comme ça a été discuté avant. C'est avant tout pour des questions qui sont autour de l'observation de la Terre, les manipulations, les manips et les projets scientifiques qui sont réalisés en orbite basse, etc. Et là, derrière, parmi tous les projets qui sont en train d'être émergés, qui sont en train d'émerger, qui sont en train d'être discutés, et qui sont un peu aussi la suite du discours de Toulouse, du président de la République, il y a 18 mois, ou quelque chose comme ça, ça fait partie des questions qui vont être traitées. Donc là aussi, je pense que c'est des questions, évidemment, c'est plus évidemment un regard très civil sur le sujet-là, mais qui peut aussi avoir un impact dual. Est-ce que vous pensez qu'on va y aller sur ces vols habités en Europe ? Si je devais, c'est une question qui est intéressante. C'est une question politique, ça, je comprends bien. C'est une question politique. Vous avez la conviction, dans vos rapports parce que vous êtes proche des autorités aussi bien européennes que françaises, est-ce que vous avez l'impression que finalement ils ont une prise de conscience et cette volonté, ça va se traduire par une volonté politique ? Alors, il y a des raisons techniques pour lesquelles je pense que c'est aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui. Ces raisons, c'est un mélange de technique et de coûts. C'est que d'abord, les coûts ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'il y a 30 ans.
Et donc, une station spatiale aujourd'hui, c'est quelques milliards d'euros. C'est les projets qu'on voit beaucoup aux États-Unis. D'ailleurs, on a un certain nombre de partenaires français qui sont associés. Mais c'est quelques milliards d'euros. On est derrière sur des modèles qui sont des modèles de location qui vont derrière. Enfin, c'est-à-dire que nos astronautes pourront y aller et pourront faire des manipulations, des manips ou emmener des instruments sur ces stations spatiales privées. La question, c'est par exemple, est-ce que là-dessus, l'Europe doit y aller ou est-ce qu'on doit être simplement, entre guillemets, locataire? Je pense que c'est une vraie question qui doit se poser. C'est un schéma qui n'a rien à voir avec le schéma de l'ISS et le schéma de la Station spatiale internationale aujourd'hui. Où la Station spatiale internationale aujourd'hui, quelque part, on paye le coût de nos astronautes par des apports en nature qui sont amenés sur la station spatiale. C'est pas du tout ça le schéma aujourd'hui qui se profile pour le post-ISS en orbite basse. C'est beaucoup des stations spatiales qui sont des stations spatiales qui seront gérées et pilotées par des acteurs privés, qui seront ravis si on amène de la technologie, mais qui avant tout vont avoir besoin de simplement un chèque pour que nos astronautes puissent demain accéder à l'orbite basse. Une fois qu'on a posé cette équation et qu'on a posé ce débat-là, cette question-là, la question naturelle qui se pose derrière, c'est quitte à faire ça, est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, des industriels, à commencer par Airbus, Thales, mais aussi OHB, aussi, tous les acteurs européens aujourd'hui, ils sont capables aujourd'hui de le faire, ils sont capables de construire cette station, je pense qu'ils pourraient être intéressés par un investissement privé dessus. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, par exemple, à faire ça aujourd'hui? C'est des questions très concrètes comme ça qui se posent aujourd'hui. Et pourquoi c'est ces questions qui sont importantes? Parce que on a besoin d'un accès de nos astronautes à l'orbite basse, on a besoin pour un certain nombre d'expériences scientifiques. On en a besoin, je pense, de plus en plus demain aussi pour faire de la R&D pour des entreprises qui auront besoin ou qui auront des projets pour faire des projets en orbite basse. Donc ça commence par l'orbite basse, j'ai parlé de station spatiale, mais ça peut être aussi un cargo. C'est aussi les questions autour d'un lanceur qui pourrait demain être un lanceur qui serait aussi un lanceur human-rated, une Ariane 6 human-rated. Pourquoi pas? Ces questions-là se posent. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout l'unanimité en Europe. Les positions sont encore divergentes, je pense, au sein de l'Europe. Mais je pense que le débat progresse. Et c'est bien pour ça que le président de la République l'a posé il y a 1 an et demi. C'est justement pour que ils progressent et qu'ils soient instruits. Je pense que c'est des questions politiques. Il y a des questions qui sont des questions aussi citoyennes derrière, qui ont été mentionnées, qui me semblent importantes. Encore une fois, moi, je ne l'aborde pas du tout par la dimension vol-habité, qui ne me semble pas être l'objet, justement, des discussions qu'on a en ce moment sur le vol en orbite basse ou sur le vol demain sur la Lune ou pour Mars. Mais je pense qu'il faut que l'Europe se réveille. Et très profondément, ce que je crois aussi, c'est que si l'Europe ne se réveille pas, je pense que c'est une place dans le spatial qu'on va mécaniquement perdre. Et au-delà simplement de la question du vol habité, c'est simplement, je pense qu'il n'y aura pas de grande puissance spatiale demain qui n'auront pas d'accès à l'espace par l'homme. Je pense que on a un sujet autour de ça, et je pense qu'il faut que l'Europe s'en rende compte. Donc, dossier à suivre. Excellente transition avec le New Space, parce que le New Space est beaucoup sur ces thématique-là. Vous êtes arrivé en avril 2021, si je me souviens bien, à la tête du CNES. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le New Space est mieux intégré que quand vous êtes arrivé? Alors, je pense je pense qu'on a beaucoup progressé dans la relation entre les grands groupes et les startups en particulier. Les relations sont apaisées? Je pense en tout cas, de façade, oui. Après, forcément, le diable est dans les détails. Non, mais oui, je crois qu'effectivement, au-delà de la façade, je pense qu'il y a un travail qui se fait au quotidien et je pense que les grands groupes, comme les agences, on voit aussi l'intérêt de ces nouveaux entrepreneurs qui arrivent avec des idées qui sont des idées qui peuvent être parfois très nouvelles. Non pas qu'on n'ait pas eu d'idées avant, on en a eu, mais il y a une capacité à prendre des risques dans un système entrepreneurial qui est par nature extrêmement forte, avec un risque qui est avéré, puisqu'il y a énormément de pertes et de chutes derrière, mais c'est un accélérateur très intéressant, c'est un des accélérateurs très intéressants en termes de technologie, en termes d'innovation et en termes de marché. Et donc, je pense qu'il faut l'utiliser. C'est un outil, et c'est un outil sur lequel il faut qu'on se développe. Voilà. Après, je pense qu'il faut aussi avoir un discours de raison. On n'est pas du tout en train de dire qu'il faut tout faire demain à travers des méthodologies New Space, etc. Moi, je suis profondément convaincu qu'il y a de nombreux secteurs du marché spatial ou du spatial
qui resteront très largement dominés par les acteurs, entre guillemets, traditionnels du spatial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de ces secteurs du spatial qui sont très capitalistiques encore aujourd'hui et qui ont des temps caractéristiques très très longs. Et mécaniquement, eh bien, quand vous créez une start-up, vous avez plutôt... Enfin, c'est plus facile de créer une start-up quand vous avez un projet qui est un projet digital avec des temps de retour qui sont courts et des capitaux à investir qui sont bas que sur des projets très très longs où vous avez beaucoup d'investissements à faire. Donc je pense que... Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entrepreneurs qui font ça. C'est juste que c'est plus difficile et c'est plus compliqué. Donc simplement, on voit qu'il y a un écosystème qui se construit, on va avoir de nouveaux champions qui vont émerger et on fait tout pour le faire. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe. Dernière question rapidement. Si vous aviez une case à cocher, les startups sont des enfants gâtés trop biberonnés à la commande publique. C'est le premier point. Deuxième point, leurs frustrations sont légitimes, l'État n'avance pas assez vite pour les aider. Et troisième point, autre réponse. Non, mais moi, je préfère me fâcher avec tout le monde, donc je cocherai pas les deux cases, c'est pas vrai. Je pense qu'on va pas assez vite, c'est vrai. Je pense qu'on va pas assez vite. Mais je pense qu'on en est conscient, qu'on essaye vraiment de travailler pour accélérer. On a besoin de faire un effort pour soutenir ces entreprises. Et je pense qu'honnêtement, elles ont pas... dire qu'elles sont trop biberonnées par l'argent public, il suffit de regarder quelque part aujourd'hui... Les acteurs traditionnels le sont aussi. Oui, mais comme partout. Mais comme partout dans le monde, hein, je veux dire, il ne faut pas oublier ça non plus. C'est-à-dire que je pense que le marché du spatial est en train de changer, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'investissements privés. Et je pense qu'il faut vraiment s'en réjouir. Et ça veut dire qu'on a quand même toute une partie du business qui est en train de je ne sais pas si on peut dire normaliser avec les guillemets qu'il faut, mais qui est en train de devenir un business comme un autre, avec des investissements privés, des retours sur investissement. Et c'est très très bien. Mais enfin, on est passé de 100% d'argent public à 80%. C'est-à-dire qu'on reste encore, et ça c'est vrai, y compris aux US. Et ça, il ne faut pas l'oublier, hein, donc ça reste très vrai. Et donc je pense que les États vont rester prescripteurs pendant encore assez longtemps. Et je pense qu'il faut en être conscient, on a une responsabilité particulière. Et tout en étant prescripteur, ce n'est pas pour autant qu'on ne veut pas que l'écosystème se développe. Bien au contraire. Et pourquoi France 2030, ça avance pas vite ? Non, mais je pense que France 2030, ça avance. D'abord, ça accélère. Hein, je veux dire, ces dernières semaines et ces derniers mois, ça accélère. Après, il y a la comitologie qui est ce qu'elle est. Et puis, voilà, je pense que ça accélère. Et je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui qu'on a un vrai défi, justement, à accélérer et à atteindre les objectifs qui sont fixés. Merci Philippe Baptiste pour ce décryptage. Merci beaucoup. Sur ces 3 grands thèmes. Merci à vous.